Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on ne va pas parler de George R.R. Martin, on va parler du roman Aatea, qui est nominé au prix Fandival. Alors Fandival, c'est un festival entièrement gratuit et en ligne qui a regroupé 4 associations dont j'ai le plaisir de retrouver en ligne, enfin en tout cas 2 des 3 autres, puisque la Gazette du Sorcier n'est pas là ce soir, mais nous avons le plaisir de recevoir sur le mur Raz de la Pierre de Tir. Bonsoir tout le monde. Et Forfirit, ou Forfi, de Tolkien Deal. Bonsoir. Alors, on est ravis de vous recevoir sur le mur. On espère que vous n'aurez pas trop froid. Ça va. Sinon, on prête des grosses capes en moumoute. Et du coup, voilà, ce soir, on va parler lecture, puisqu'on a tous les 3 lu Aatea, donc d'Anouk Faure, qui est l'un des 4 nominés du prix francophone du prix Fandival. Donc, qu'est-ce que c'est que le prix Fandival ? Eh bien, c'est donc un prix des littératures de l'imaginaire, tout nouveau, tout récent, tout beau pour la prochaine édition du Fandival. C'est un prix participatif, c'est-à-dire que vous allez tous pouvoir voter. Vous avez 4 romans dans une catégorie francophone, 4 romans dans une catégorie internationale. On a environ 4 mois pour tous les lire, et à partir de décembre, on ouvrira les votes pour que tout le monde exprime son avis, son chouchou. On aura même un live aussi sur la Gazette du Sorcier pour un peu débattre et voir qui est non préféré de chacune des catégories. Donc vous allez en plus pouvoir faire campagne pour votre chouchou. Et donc, avec les 4 assos, on se partage aussi plein de lives, puisqu'on fait un live dédié à chacun des romans. Donc ce soir, c'est celui de Aatea. Mais demain soir, on parlera du livre qui refusait de brûler, de Mark Lawrence, qui est un nominé au prix international cette fois-ci. Et ensuite, alors attendez, j'ai oublié les dates exactes, je les ressors, mais en décembre, nous allons parler de Nous de Christelle Dabos. Donc Nous de Christelle Dabos, il est le le 12 décembre. C'est donc le 4e nommé du prix francophone. Et enfin, le 4 décembre, on parlera du livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison, qui lui est le nominé au prix international. Et qui, alors attention, celui-là, trigger warning, il peut être difficile parce que il y a des scènes un peu violentes au début, alors qu'ils ne sont jamais gratuites, il paraît, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, trigger warning, normalement ils sont marqués dessus, mais donc on vous prévient quand même. Voilà, mais ce soir, l'idée, c'est surtout de parler mer, île, méduse. On va prendre le bateau et on va partir dans une fantaisie maritime avec Anouk Faure. Et du coup, bonsoir à tous et à toutes qui nous avez rejoints sur le chat. On est ravis de vous voir. Alors du coup, Raz, Forfi, est-ce que l'un de vous peut me raconter très brièvement le pitch du bouquin, histoire de rentrer dans l'ambiance? Je te laisse l'honneur. Ok, d'accord. En fait, le but du bouquin est assez simple. On va suivre des aventuriers qui vont aller à la rencontre, ou plutôt une reine qui s'appelle Kanoumé, va voguer avec une partie de son peuple, et elle va vouloir enfanter une nouvelle île. C'est le point de départ, parce qu'on est dans un univers où les îles sont vivantes. Je ne spoil pas pour l'instant, ça va ou... Ça Ok. va.
Non, Et enfin, on fait vraiment que le pitch très rapide et on spoil pas. ok, Parce que pendant toute la première partie du live, l'idée, ça va être de discuter de nos ressentis, mais de oui, manière suffisamment vague pour donner aux gens envie de lire, mais par contre, d'accord. pour pas les spoiler, pour leur laisser de la surprise quand même. Mais ensuite, en deuxième En partie effet, de live, là, par contre, on spoilera ok, beaucoup pas plus. de souci. Et donc, en voulant aller avec son peuple faire naître cette nouvelle île, malheureusement, en fait, elle était, bon, malheureusement, c'est un bien grand mot, elle attendait un enfant, son enfant va naître trop tôt, il ne recevra pas ce qu'on appelle le filament, qui lui permettra de vivre sur l'île, sur une île, on va dire, et il sera tenu à l'écart de la vie maritime, ce qui est un peu compliqué quand on vit sur des îles. Et donc, on va suivre les différents périples et péripéties d'Athéa tout au long de l'aventure. Ouais. Alors, est-ce que le bouquin vous a plu? Forfi, du coup, toi. Oui, complètement. Alors du coup, j'ai été, comme je me suis organisée pile poil. J'ai fini le livre dans le train tout à l'heure, donc c'était Wow. vraiment pile poil Bien joué. en rentrant du travail. Donc oui, oui, j'ai beaucoup aimé le roman. Alors j'avais noté dans un coin de ma tête comme une lecture après avoir lu La Cité diaphane déjà d'Anouk Faure qui m'avait bien plu aussi. L'univers et l'ambiance est complètement différente, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin c'est une très belle plume et l'histoire est vraiment, c'est une belle histoire avec, je trouve énormément de richesse, énormément de, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau roman. Et toi, Raz? Je dirais presque tout pareil comme Forfi. J'ai vraiment apprécié la lecture. J'avais lu en amont La Cité diaphane. On est complètement dans un univers complètement différent. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'attrait, l'univers marin, maritime, les îles, l'océan, ben, c'est une belle lecture. Et Et- toi? Eh bien, alors moi, je vais être la râleuse de la soirée, désolée. Alors bon, déjà, il faut savoir que j'avais lu La Cité diaphane, mais pas forcément adoré La Cité diaphane. D'accord. Ouais, j'avais quelques bémols à ma lecture. Mais j'avais beaucoup apprécié la plume d'Anouk. Mais il se trouve que avec ce livre, enfin, en fait, Anouk Faure a une écriture très visuelle, mais moi, je n'ai rien compris à tout cet univers visuel. Et donc, en fait, ça a mis un temps fou à rentrer, parce qu'en fait, vraiment, je comprenais pas où est le haut, où est le bas, où est la mer, qu'est-ce qui se passe. Vraiment, je n'arrivais pas à visualiser. Et je suis quelqu'un de très cartésien. Donc moi, quand je comprends pas un truc, ça m'agace. Donc D'accord. voilà, du coup, ça a un peu entaché ma lecture parce que vraiment, vraiment, je n'arrivais pas du tout à visualiser. Après, de base, je suis pas forcément quelqu'un de très visuel. Je visualise pas forcément mes lectures. Et il se trouve que la plume d'Anouk est très, très, très visuelle. Donc, je pense on est sur un côté, c'est pas toi, c'est moi. Elle est, elle écrit très très bien. Je reconnais vraiment des tas de qualités à la plume, mais juste ça n'a pas très bien marché sur moi parce que vraiment je comprenais pas l'univers quoi. J'étais complètement perdue. Je reconnais que moi, c'est peut-être un des aspects qui m'a le plus. Il y a deux aspects qui ont été les plus compliqués pour moi en termes de lecture. Il y avait justement le côté monde maritime. Moi, je ne suis pas du tout maritime. Et il y a Oui, quand même énormément de vocabulaire de la navigation. Alors, ça n'empêche pas la lecture, hein. Enfin, ça n'entrave pas la lecture non plus. non. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, parfois il y a des petits moments où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans le bateau ou sur le bateau? Ouais. Et après, effectivement, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spatial aussi. Et étant donné que c'est quand même un univers qui, effectivement, en termes de spatialité, crée des choses qui sont. Bah, complètement, c'est en 3D, hein. Enfin, vraiment, Mm. l'univers Ouais. est visiblement en 3D. Effectivement, j'ai mis la moitié du roman à comprendre de quoi il s'agissait finalement. Enfin, donc, mais pour moi, ça n'a pas entaché la lecture dans le sens où j'en ai pris mon parti. Je me suis dit, ok, je comprends pas où ils vont, ce qu'ils font. Enfin, je comprends ce qu'ils font. Je sais pas où ils vont ni comment ils y vont. C'est pas grave. Ouais, moi j'ai essayé, vraiment, dès le début, je me suis dit, bon, ça va, je comprends rien, mais c'est pas grave, passe outre, c'est très poétique. Et en fait, c'est ridicule parce que vraiment, je visualisais du coup Vaiana dans ma tête. Parce que bon, ça a une univers. Je sais pas, je veux dire, bon, c'est polynésien, bon, ça doit être ma seule et unique référence, c'est nul, je sais. Bah, alors, du coup, j'avais la musique de Vaiana en tête. Mais bon,
Mais bon, du coup, ça collait pas totalement avec l'ambiance non plus. Donc, je sais pas, j'avais des images mentales parasites qui n'allaient pas. Et pareil, effectivement, la mer, c'est pas non plus mon élément. Donc, globalement, je visualisais un personnage qui tirait sur des câbles et ça faisait avancer un bateau, quoi. Ah, je vois. Mais Après, pour vous rassurer. Non, vas-y, je t'en prie d'en faire. non, mais après, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aethea quand même. Et en fait, j'ai beaucoup aimé surtout la deuxième partie du roman, où il se passe. Enfin, sans spoiler, il y a une rencontre très importante qui fait que vraiment là, j'ai accroché et j'ai trouvé. Vraiment, j'ai beaucoup plus vibré dans la deuxième partie. Oui, les personnages sont vraiment sont très marquants, quoi, effectivement. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Raz, tu voulais rajouter un truc? Oui, je voulais dire, pour vous assurer, vous inquiétez pas, pareillement, au début du roman, il y a certains termes que j'ai pas forcément assimilés. Par exemple, il y en a un qui revenait fréquemment, c'était on se voir. Oui. J'ai mis du temps à percuter ce que c'était. Mais j'ai accepté parce que je suivais l'aventure d'Athea et ça m'a pas forcément posé problème. Ah, c'est rigolo, moi j'ai tout de suite voulu faire une analyse linguistique. Donc moi, dès la première occurrence du terme, je fais ok, ce mot-là n'existe pas, donc elle l'a inventé. Du coup, comment est-ce qu'elle l'a construit? Et du coup, moi, je me suis dit bon, ça doit vouloir dire ça. Et bon, ça effectivement, ça permettait beaucoup de pas trop buter sur le mot quand il est revenu ensuite, et il revient beaucoup. Mais bon, c'est une logique linguistique, quoi. Mais effectivement, il y a quelques termes parfois qui permettent, enfin qui sont un peu surprenants, mais après, je trouve que ça coule bien quand même dans le récit, quoi. Oui, pour le coup, ce terme-là, j'ai trouvé qu'il était très pertinent. Enfin, en fait, on visualisait un peu un sonar, enfin, ça marchait très bien justement avec cet univers maritime aussi. Donc, pour le coup, ça m'a pas. Mon côté cartésien n'a pas été gêné par ça, je vous rassure. Mais par contre, vraiment, les îles, je n'ai toujours pas compris où était l'eau par rapport aux racines. Enfin, qu'est-ce qui se passait vraiment spatialement. Mais Bon. Il y a quelqu'un qui commentait là sur les illustrations, et je suis d'accord que les illustrations, elles aident beaucoup quand même à visualiser et à se projeter, même si elles ne permettent pas le spatial n'y est pas. Mais par contre, l'atmosphère, elle est vraiment valorisée par les illustrations d'Anouk. Je trouve que vraiment, ça ajoute de la matière encore du corps, en fait, à l'ambiance globale du roman, quoi. Ouais, moi, là, pour le coup, c'est là où j'ai regretté de l'avoir lu en e-book, parce que moi, du coup, j'avais les illustrations en noir et blanc, mais beaucoup plus petites. Et effectivement, peut-être que ça m'aurait aidé aussi, ça a plus rentré dans l'univers. Kelly Brian, elle dit pareil, qu'au début, pareil, elle n'arrivait pas à visuer la nuée, et qu'après avoir fixé longtemps l'illustration, elle a dit « Ah, ça y est, j'ai compris ». Voilà, comme quoi, peut-être que j'irai voir le livre en papier pour peut-être que j'aurai l'illumination. Après, je pense que j'ai pu être aidé pour ma conception de l'univers parce que j'avais reçu une carte quand je l'avais acheté aux éditions Arjoul en avant-première. Si vous voulez, je peux vous montrer la carte. Pardon, le chat. Hop, je la récupère. Oula, désolé, je fais un peu de bruit. J'essaie de voir s'il y a une illustration qui peut... Hop, ouais, je vais couper le son, excusez-moi. Je cherche pendant ce temps-là une illustration, voir s'il y en a une qui peut être montrable comme ça, vite fait à l'écran, mais hop. Ouais, voilà, elle est jolie, hein, la carte de... Alors, du coup... Ah ouais, elle est belle, ouais. Ça a l'air très très beau. Hein. Donc c'était en avant-première. Et qui est-ce qui a fait la carte? C'est Anouk qui a fait l'illustration ou c'est un illustrateur Même la couverture est très belle. C'est pas Anouk qui a fait la couverture. La couverture est très très belle, je trouve. Ouais. Mais le travail graphique chez Athea, chez Argile est toujours excellent. Et alors Raz, tu as coupé ton micro, donc on ne t'entend plus. Oui, désolé, je viens de me rendre compte. Oui, je disais que c'est bien Anouk qui a fait l'illustration de Noé. Et je te confirme que c'est un autre illustrateur qui a fait la couverture. Oui, c'est Xavier Colette qui fait l'intégralité des couvertures d'Argile sur cette collection-là. Et Anouk d'ailleurs fait les illustrations de la collection Récif qui sont absolument magnifiques aussi chez eux. J'ai trouvé une Hop. J'essaie de voir ça. Mais... Et effectivement, sur le chat, Cosmer nous a mis quelques illustrations qui sont sur le site d'Anouk. Alors, je ne sais pas s'il y a celle-ci. Je ne sais pas si on va voir grand-chose sur l'écran, là. Pas trop, je crois.
On voit une île quand même dessinée. Ah non, mais je suis en train de tirer la mauvaise page, pardon. On voit on voit un bonhomme et on voit des Ouais. îles. Non, mais ça permet d'avoir une espèce de visuel, mais c'est pas grand chose. Ça reste assez similaire à ce qu'il y a sur la couverture en fait. On voit mon non-habitude à travailler avec une webcam. Moi, je fais des trucs à l'envers. Doucement le chat. Mais, Althea, c'est pareil, dit qu'elle s'est laissée. Il s'est laissé porter par la plume et qu'elle a eu un voyage merveilleux avec les dessins oniriques. Voilà. Mais c'est ça où moi je sentais vraiment que j'aurais pu, mais que c'est vraiment moi le problème et pas le livre. Après j'ai d'autres petits. On peut apprécier on peut reconnaître la qualité d'un livre sans effectivement être transporté. Hein. C'est complètement. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Hein. Après, j'ai d'autres petits points qui m'ont parfois un peu gênée, mais vraiment, enfin, c'est de l'ordre du détail aussi. Mais je reconnais vraiment les qualités de l'écriture. Mais bon. Des points que tu peux utiliser, que tu peux mentionner sans spoiler ou je pense que ce sera surtout après. Non, on en reparlera plus tard. Ok. En tout cas, moi j'ai trouvé que donc les personnages sont hyper attachants, hyper riches, l'univers aussi. Après, voilà, on accroche à tous les points ou pas. Mais j'ai trouvé aussi qu'en termes de profondeur psychologique, on va dire, c'est pas le bon terme, je pense, mais on a vraiment des notions qui sont parfois évoquées, parfois un peu approfondies, des notions autour de, j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'humanité, comment on appartient à une société, enfin, toutes ces questions-là, je résume en très très vague, mais ces questions-là vraiment de l'humanité, elles sont vraiment bien soit évoquées, soit approfondies, je trouve. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi une richesse intéressante, quoi. C'est pas... Ouais, voilà, il y a vraiment cet élément supplémentaire que j'ai trouvé vraiment chouette. Ok. Et de mon côté, ce que j'ai apprécié, c'est également tout l'attrait en lien avec les classes sociales, qui va avoir une importance au fil du récit et au fil de la découverte d'Athéa. C'est vrai. C'est ça c'est vraiment que c'est construit au fur et à mesure du roman. C'est-à-dire qu'au début, on a une vision assez neutre, on a un descriptif, entre guillemets, parce qu'elle fait très peu de... Et ça joue peut-être sur le côté, sur ce que tu disais, Nympha, sur le côté, on s'y perd un peu, c'est qu'il y a très peu de descriptif, on te donne pas l'information. Il n'y a pas l'auteur qui dit voilà comment fonctionne l'univers. Ouais. C'est juste dans l'histoire, et puis voilà. Et pareil pour le fonctionnement des sociétés qu'on traverse, parce qu'on en rencontre plusieurs. Elles sont pas décrites, mais au fil de l'explication, au fil de la narration, tu as quand même les éléments. Et c'est vrai qu'il y a la complexité, elle évolue au fur et à mesure du roman, et ça, c'est hyper intéressant, effectivement. La complexité de la façon dont la société est perçue, elle évolue vachement avec les personnages, en fait. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt chouette aussi. Ouais. Et effectivement, même les personnages, comme tu dis, évoluent aussi au fil du roman. On voit vraiment des personnages qui grandissent, à tel point que je me suis demandé, mais comment diable Aethea pouvait avoir 30 ans? Parce que moi, il y a des moments où vraiment j'avais l'impression de voir un personnage très young adulte. Alors ça s'explique par son parcours, etc. Mais il y a des moments où vraiment je me disais, bah, quand même, à 30 ans, on n'est pas aussi, on est quand même plus dégourdi que ça, quoi. Et ça m'a un peu surprise par moments, mais ça pouvait s'expliquer. Enfin, c'était quand même cohérent, c'était crédible, ça allait. Et le fait est que de toute façon, il évolue et il grandit, et ça reste un vrai parcours initiatique. Mais je pense que c'est très difficile, en fait, pour un auteur d'avoir une évolution d'un personnage déjà adulte. Et on en avait discuté aussi pendant le live sur Starling House, où pareil, les personnages principaux étaient trentenaires, et où on se disait, mais quand même, les trentenaires, ils réfléchissent pas tout à fait comme ça, et où en fait il y a un petit décalage, parce c'est tellement plus facile en fait de faire un roman d'apprentissage avec des personnages un peu plus jeunes que... Mais j'ai trouvé l'approche intéressante, que ce soit pour une fois un adulte et pas forcément un jeune. Mais après, je pense que ça se justifie également compte tenu de la classe à laquelle appartient Athéa. Mais c'est ça. Qu'il ait cette mentalité assez enfantine, et que on se rend compte parfois il a des réactions, c'est des réactions de gosse. Mais compte tenu de son vécu, comme tu l'as précisé plus tôt, ça peut se justifier.
Oui, c'est ça, ça reste crédible. J'aurais pas dit que c'est des réactions de gosse. On a la réaction de quelqu'un qui a une sensibilité accrue. Plus qu'une réaction de gosse, moi je dirais que c'est un personnage très sensible en fait. Peut-être un peu immature au début, mais j'aurais pas. Enfin, moi, ça m'a pas marqué en fait. Ah, moi, il y a certains moments où j'avais vraiment l'impression de voir un ado Ah ouais. qui faisait sa crise. Ah bon, moi j'aurais dit que c'était la crise de la trentaine, mais pourquoi pas. Non, mais voilà. Et oui, effectivement, on a un personnage qui a enfin voilà, qui est effectivement en construction, en devenir sur pas mal d'aspects identitaires, ou enfin voilà, et effectivement, ça pourrait aussi être quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans, quoi, c'est vrai. Bah, après, c'est pas un défaut spécial du livre. Hein. Je pense que c'est vraiment, en plus, encore une fois, ça s'explique extrêmement bien par son vécu. On comprend très bien pourquoi il n'a pas pu avoir une évolution, une maturité. Mais voilà, mais en plus, apparemment je suis la seule, puisque Marjo, Cillian Wolf et Kelly Briand disent que ça les a pas marqués. Comme quoi, voilà. Je suis juste. Mais je vous ai dit, de toute façon, je vais être la râleuse de service. Hein. Non, mais il en faut. Mais c'est bien d'avoir plusieurs points de vue, c'est aussi l'intérêt de la discussion. Bah ouais. Mais bon, mais en tout cas, non, mais s'il y a bien un truc que je retiens du bouquin, c'est la plume qui est extrêmement riche et jolie, quoi. Enfin, c'est. Alors, il y a encore un autre truc. Je veux dire, vraiment, je fais exprès. Bon, le problème, c'est que le livre est écrit au présent. Et moi, je n'aime pas les livres écrits au présent. Voilà, c'est dit. Je suis cartésienne et j'aime pas le présent. Moi, vraiment, pendant tout le bouquin, je voulais que ce soit écrit au passé simple. Voilà, donc ça, c'est un détail. Pourquoi donc, je ne sais pas. Mais vraiment, le présent, c'est un truc. C'est drôle, pareil, j'ai même pas fait attention. Ça m'a absolument pas perturbé. Ça m'a pas perturbé. Ah, mais moi, vraiment, mais. À chaque fois, je sais, mais pourquoi diable c'est pas du passé simple? Maintenant que tu le dis, effectivement, je le vois. Mais moi, je pense que ça joue, ça participe à la. Bon, il y en a un qui est d'accord avec moi, vous avez peut-être pas entendu le miaulement, mais il y a un miaulement dans le fond. Ça participe à vraiment comment dire, à partager les émotions avec les personnages. Moi, je trouve que vraiment ça participe à cette notion de rapprochement et de sensibilité des personnages, je trouve. Mais bon. Oui, c'est ouais, ça marche bien avec l'urgence de la situation. Mais après, je trouve qu'également le présent marche bien avec ce côté récit initiatique, parce qu'au final, on vit l'aventure avec lui tout du long, alors que si ça avait été peut-être au passé simple, ça aurait peut-être changé l'approche qu'on a du cycle et du récit. Ouais, je sais pas. Mais enfin, bon, moi, à chaque fois qu'on me met du présent, ça me trigger. Je sais pas pourquoi. J'aime pas les livres au présent. Les trucs à la première personne et au présent, c'est ma kryptonite. D'accord. Là, c'est pas la première personne. Là, c'est pas la première personne, donc déjà, ça va. Mais donc, bref, ça reste quand même très bien écrit. Parce que justement, au-delà du fait que ce soit écrit au présent, justement, j'étais quand même vraiment happée par le récit. Enfin, je trouvais les métaphores magnifiques. Il y a vraiment une vraie poésie à laquelle j'étais quand même sensible, même si je comprenais rien. Et en plus, vraiment, je trouve que pour un deuxième roman, entre même la construction du récit, au-delà de la narration, la plume, la construction du récit, c'est vraiment, pour moi, un roman de maturité, d'un point de vue de la plume, hein, je parle d'un point de vue de la. Alors que c'est que son deuxième roman, moi je trouve ça assez impressionnant, quoi. C'est vraiment c'est un beau livre, un bon livre. Après, voilà, on rentre dans les éléments ou pas, hein, on apprécie ou pas certaines choses, mais pour moi, il y a vraiment un talent littéraire qui est très marqué dans tout, hein, que ce soit la construction, l'équilibre dans les différentes parties, les chapitres. Vraiment, tout est, à mon sens, vraiment très bien construit, quoi. Après, on ressent également pendant la construction de son récit son côté artiste, parce que comme tu l'expliquais plus tôt, son univers est très imagé, c'est en 3 dimensions, on sent qu'il y a une part artistique derrière. C'est pour ça que les illustrations jouent pas mal là-dessus également. Oui, clairement, tu comprends qu'elle voit ce qu'elle écrit.
et qu'elle décrit, qu'elle décrit quelque chose qu'elle voit et qu'elle le conceptualise complètement. Et je pense que c'est ça qui me frustrait aussi, c'est ce côté où tu sens que vraiment, pour elle, c'est tangible. Et moi, c'était totalement éthéré et j'étais perdue. Je suis le flow, du coup. Ouais. Ouais, mais moi je suis pas quelqu'un qui suit les flots, quoi. Je résiste beaucoup au flow. Voilà, ça serait mon fatal flow à moi. Comme on dit chez les personnages, là. Ouais. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, peut-être, c'est. Enfin, pas intéressant, parce qu'on a mentionné la cité diaphane tout à l'heure, qui est beaucoup plus court, qui est dans un univers très très différent. Pour le coup, c'est très gothique, enfin, c'est très dark quand même, la cité diaphane. Où moi j'ai beaucoup apprécié la plume, mais pour le coup, je suis pas du tout rentrée dans l'univers. Enfin, ou assez peu, disons, ça m'a. J'ai trouvé que c'était un bon roman, pareil, que c'était bien écrit, que l'univers était bien construit. Et moi, c'était pas une ambiance qui me convenait, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai trouvé que voilà, que cet univers-là me convenait mieux, même si pareil, je suis pas du tout maritime, donc bon, c'est pas mon univers non plus. Mais en termes d'ambiance, par contre, je me retrouvais dans quelque chose qui moi me convenait mieux. Et pareil, je trouve ça quand même assez fort, quoi, d'être capable d'avoir des ambiances si différentes dans deux romans aussi rapprochés entre guillemets. Bah, surtout que la cité diaphane, pour moi, il y a deux ambiances très clairement. En fait, il y a Oui, vraiment, en plus. il y a vraiment une bascule dans le roman qui fait que il y a totalement deux. Enfin, moi, c'était ça que j'avais à reprocher au roman. C'est pour ça que ça m'avait perdu. C'est que j'avais adoré l'ambiance du début et après, ça partait dans une direction qui ne m'avait pas du tout plu. Donc la deuxième ambiance, vraiment, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Pour le coup, je la visualisais très bien, mais, mais trop bien. Et là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, il y a 3 parties, et c'est quand même 3 parties. 4 Ah, pardon. Pourtant, tu vois, ok. Oui, parce qu'à la fin, j'imagine qu'il y a une partie plus courte, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Oui. Ouais. Et c'est les 4 parties, en fait, reflètent aussi des ambiances différentes. Alors, c'est moins drastique que dans la cité diaphane, mais c'est des ambiances différentes. Et effectivement, c'est un découpage spatial, mais dans les différents endroits où est le personnage. Pardon. Mais il y a quand même ce découpage aussi avec quand même, malgré tout, des ambiances différentes. On est quand même dans des parties du monde, entre guillemets, qui renvoient des images complètement différentes. Ouais. Oui, et avec des sensibilités différentes, avec des personnages différents aussi. On est Complètement. et ça, enfin moi, c'est vraiment les personnages qui m'ont accroché à la lecture. Plus que l'ambiance, vous l'aurez bientôt compris. Vraiment, mais vraiment, notamment du coup, quand on se met à rencontrer plus de personnages, là, j'ai été complètement convaincue par les personnages qu'on rencontre, en fait. Et même en dehors des personnages, je trouve que le découpage en 4 parties, ça permet également de suivre la construction d'ATA tout du long, parce que chaque partie a une thématique. La première, on pourrait dire que c'est un peu la perte. La seconde, de mémoire, c'est un peu la découverte de soi. La troisième, c'était laquelle déjà? Orgouche. C'était Orgouche, c'est... Altérité, moi j'aurais dit. Bah, le 2 aussi, la deuxième partie. La deuxième aussi. Ouais, la deuxième aussi, c'est vrai. Et la quatrième, je la vois un peu comme la transformation. Oui, là, on a vraiment un vrai voyage du héros au sens Campbell. On a vraiment un moment de catabase où il va descendre aux enfers. Enfin, il y a vraiment tout un et la Renaissance. Et enfin, vraiment là, on est sur une construction qui est certes assez classique, mais qui marche quand même du feu de Dieu. Du coup, on n'a pas vraiment de temps mort non plus. On a des moments de respiration, mais qui sont très agréables parce qu'en plus, faut pas se mentir, il y a des moments c'est super plombant aussi quand même. C'est pas un livre hyper funky joyeux quoi. Il y a des thématiques qui sont très lourdes. Le vécu d'Ethéa a été très 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 lourd.
certaines des choses qu'il vit sont assez dures. C'est même très. Et donc, ouais, non, c'est pas un livre hyper pumped up. Donc, heureusement, il y a il y a quand même quelques moments de répit, de calme, de lumière, parce que c'est vrai que la lumière, on a du mal à la trouver à certains moments, quoi. Parfois littéralement d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié également dans le récit tout du long, c'est également en tâche de fond, c'est le lien à la filiation et à la parentalité. Parce que c'est une thématique qui revient assez fréquemment. Oui. Ouais. Doucement. Ouais, non, c'est vrai que... Et de manière générale, oui, à la transmission, Oui. il y a une vraie... Sinon, on a fait quel aurait été ton moment le plus marquant du récit, sans spoil? Alors, Dur. dur, non, là, je suis obligée de spoiler. Pour moi, le moment marquant... Non, on en reparlera pendant les spoils. Ok, pas de souci. Tu sais y répondre, toi, sans spoil? J'ai peur de spoiler, du coup, je vais me Ouais, réserver et je vais attendre la partie sans spoil, du moins spoiler. Ouais, c'est ça, Kian Wolf sur le chat qui dit mais comment tu réponds à cette question sans spoil? Non. Tu aurais pu, qui sait? Tu peux juste dire c'était à la page temps. Alors moi, en plus, je l'ai lu en e-book, alors difficilement, tu vois. C'est vrai que sinon, c'est plus compliqué, quoi. Oui. Désolée, je fais que bouger, c'est que j'ai un chat qui s'amuse à rentrer et sortir de la pièce depuis tout à Ne l'heure. t'en fais pas. Le mien est calé sur mes genoux, donc je comprends ta situation. Moi, la mienne, elle dort là-bas. Vraiment, on est vraiment des assauts de mémères à chat, quoi. Et de pépères à chat. Mais donc Marjo, elle dit que ce qu'il a le plus plu, c'est la relation entre deux des personnages qu'il a vraiment investi dans l'histoire. Et moi, c'est ça, c'est vraiment pareil. En ce moment, c'est très clairement, toute la deuxième partie du roman, quoi. Pour moi, c'est le point fort du roman, c'est cette relation qui permet de voir Aethea d'un autre regard et qui lui donne une densité émotionnelle tellement plus forte. Et le personnage d'en face est aussi vraiment hyper marquant, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres points forts à relever sans spoil? Dans mon cas, non. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Je cherche. Oui, on a parlé ambiance, on a parlé personnage, on a parlé écriture. Sans spoil, c'est vrai que... Bon. On a parlé des dessins. On a parlé de l'éditeur. L'éditeur, donc Argile, qui en plus nous fait le plaisir de nous offrir j'avais oublié de le dire au début. Ouf. Quand même, j'y pense avant la partie sans spoil, avant la partie avec spoil, heureusement, sinon on aurait perdu tout le monde avant. Mince. Non, c'est bon. Donc, l'éditeur nous fait le plaisir de faire gagner un exemplaire du roman. Donc, on vous a mis en ligne un petit formulaire. Il faudra nous dire quel est le mot mystère et vous pourrez tenter de remporter un exemplaire de Aethea. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le formulaire. Hop. Et il faudra intégrer donc le mot mystère ainsi que vos coordonnées dont on ne saura rien. L'idée d'avoir vos coordonnées, c'est vraiment uniquement pour pouvoir vous contacter si vous avez gagné le tirage au sort, ne vous inquiétez pas. Et donc, il faudra nous donner le mot mystère. Alors, Ras, on avait dit apnée, c'est ça? Apnée. C'est ça. Voilà.
Donc, vous mettez le mot mystère apnée et peut-être que vous pourrez gagner ATA qui arrivera par la poste dans votre boîte aux lettres. Waouh. Si jamais vous nous regardez en replay, le concours est probablement toujours ouvert. Il va rester ouvert, je sais pas, 2-3 semaines. Donc, vous avez le temps de regarder ce live et d'être arrivé jusqu'ici parce que voilà, c'était le petit concours surprise en plein milieu du live. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier l'éditeur Argy parce que du coup, ils m'ont envoyé l'e-book pour que je le lise. Donc, merci à eux. C'est très gentil de leur part. N'est-ce pas? Chouette. Voilà. Merci, pour terminer, si c'est vrai, parce que du coup, quand on parle d'ouvrage et comment on a eu l'ouvrage, moi, du coup, je l'ai acheté en salon et je l'ai fait dédicacer. Puisque, alors, je sais pas si on va voir bien. Hop, et elle m'a fait un petit dessin. Oh là là, c'est trop beau. C'est super chouette. Donc voilà, j'étais bien contente d'avoir une petite signature au passage. Tant qu'à faire, j'achète très peu de livres neufs. J'achète très peu de livres tout court. Et donc, du coup, voilà, d'acheter celui-ci, j'étais contente d'avoir la dédicace avec. Ah ouais, j'avoue. Et en plus de ça, on peut aussi remercier Arjus parce qu'en plus ils ont mis un bandeau prix Fandival sur le livre. Ouais. Maintenant, en librairie, vous pourrez voir que ATA est nommé au prix Fandival. Et ça, c'est quand même vraiment chic. Mais alors du coup, ouais, on était en train de dire qu'on avait fait le tour à peu près de notre partie sans spoil. Peut-être que le chat a quelque chose à dire Bah ouais. avant qu'on les quitte. Oh, on va pas les quitter. J'ai l'impression que beaucoup de gens ici ont Oui. lu ce livre Ouais. et ont beaucoup de choses à en dire encore. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, ça y est, là tout le monde veut parler spoil. Ok, alors, partons Ok. sur les spoils. Et bien du coup, si jamais vous nous suiviez sans avoir lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment d'arrêter, de partir lire le livre, puis de revenir nous réécouter pour la fin. Et peut-être que vous pouvez même le lire en l'ayant gagné, donc n'oubliez pas de jouer au concours. Et du coup, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée ou journée, suivant l'heure à laquelle vous nous regardez si vous êtes en replay. Et nous, on va rester entre gens qui ont tout lu. Parfait. Et on va pouvoir répondre à la question de Raz. Quelle est notre scène la plus marquante? Forfille. Ouais, je réfléchis du coup, ça veut pas dire que c'est une question piège parce que je suis pas quelqu'un qui s'attache à ce type de détails, donc j'avoue que j'ai pas de scène spécifique marquante, mais en revanche, toutes les scènes de, du coup, de relations entre Atea et Paika, toutes ces scènes-là, où on voit cette émotion qui est à fleur de peau systématiquement à fleur de peau et qui est d'une intensité extrême. Cette scène-là, elle me touche énormément en fait. Mais du coup, il y en a pas mal, donc j'ai pas de scène spécifique. Voilà, mais ces scènes-là, je les trouve très, très touchantes en tout cas. Ouais, moi c'est pareil, c'est vraiment ces scènes-là qui m'ont complètement bouleversée. Et moi j'en ai une en particulier qui m'a quand même vraiment retournée, c'est le moment où Paikea a si peur qu'on l'abandonne qu'elle mange à n'en plus à s'en rendre malade. Et pas qu'un peu malade quoi. Et ce moment-là, la détresse des deux personnages, vraiment c'était vibrant. C'est un moment que j'ai trouvé très 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 fort et vraiment très très beau. Et j'étais quand même très très inquiète pour Paikea parce que mine de rien, autant à Atea, je me doutais qu'il allait finir l'histoire. Autant Paikea, vu toutes les horreurs qui arrivent à Atea, à ce moment-là, j'étais pas sûre qu'elle allait pas y passer dans le truc quoi. Histoire de remettre un petit coup à Atea là, là je m'en serais pas remise.
C'est vrai que, enfin, avant de revenir sur les scènes qu'on a préférées, c'est vrai que pour le coup, il y a quand même le chapitre où on a l'impression qu'il va mourir, quand même, où on pense qu'il va mourir. J'étais en train de le lire hier, je crois, ce passage-là. Et franchement, j'ai posé le bouquin, quoi. Même si c'est le titre, je me suis dit, c'est le titre du livre, quand même, c'est pas possible. Et bah, il y a quand même eu un petit moment de oh non! Donc j'ai posé le livre pendant une petite demi-heure. Alors enfin, je m'étais prévu une petite session lecture et tout, mais j'ai arrêté. Je fais, ouais, je vais faire autre chose, 5 minutes, reste ici, et après je vais reprendre. Alors qu'au final, j'aurais pu juste continuer, ça m'aurait évité le cliffhanger, justement. Mais je sais pas, il y a eu un petit moment de. Il a fallu que je le pose, quoi. C'était. Mais il n'y a pas vraiment d'invitement du cliffhanger parce que enfin, moi pour le coup je me suis pas arrêtée parce que à ce moment-là je me suis dit bon, c'est bon, évidemment qu'il est pas mort. Mais en fait juste après du coup tu suis Kanoume qui le pense mort. Et c'est là où tout d'un coup j'ai eu légèrement un doute. Alors le doute était vraiment très léger quand même parce qu'il me restait quand même beaucoup de pourcentage dans mon e-book pour un personnage mort donc j'y croyais vraiment pas. Mais bon, par contre avec Paikea, vraiment ça, à ce moment-là, là j'ai vraiment cru qu'elle pouvait y passer parce que je me suis dit que voilà, on lui avait tellement pas épargné des preuves qu'une de plus, c'est ouais. Et toi, Raz, du coup? Ben, je vous rejoins un peu. Moi, ça a été la découverte avec le peuple nomade, si je me trompe pas, parce que c'est là qu'il rencontre Paikea. Et c'est tout ce qui se passe avec les enfants, la culture et tout. Et ben après, c'est le lien qui va entretenir tout du long avec Paikea. Ouais. Oui, c'est vraiment du monde, ouais. Et après, dans les trucs moins rigolos, dans les épreuves que vit Atea, etc., il y a énormément d'éléments suggérés, je trouve, de tout ce qui est autour des violences sexuelles, en fait. Moi, en tout cas, je l'ai complètement compris comme ça, Ah j'imagine oui, que moi vous aussi, aussi. oui. Mais n'empêche que c'est à peine suggéré, Mm. et je trouve que ça donne encore plus de force, en fait, au message. C'est-à-dire que on effleure le trauma sans le dire. Et je trouve que je trouve que c'était bien fait, en fait. Oui, et en plus on voit un personnage qui se refuse à être vu comme une victime. Mais à un point où ça en devient malsain aussi parce qu'il refuse de parler, il refuse de s'ouvrir aux autres, et où on est aussi sur du coup une, une relation à lui-même qui est proche de la toxicité aussi. Et il faut qu'il fasse la paix aussi avec son passé. Mais pour faire la paix avec son passé, il faut qu'il s'ouvre aux autres et qu'il parle au moins de certaines choses ou pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que le fait de libérer la parole, c'est aussi une problématique dans l'histoire qui est à peine effleurée, mais qui est faite avec énormément de subtilité, j'ai trouvé. Après, disons qu'également, je trouve qu'au début du récit, pour lui, ouvrir la parole, c'est un peu compliqué parce que comme il fait partie d'une certaine caste, ils n'ont aucun droit. Ils sont soumis au bon vouloir des nobles vers qui il pourrait s'ouvrir. Il peut avoir un risque de trahison. Et je pense qu'il est un peu amer envers les gens autour de lui. Et il préfère se morfondre à la solitude. Ouais, au début, Que c'est ça. Mais après, quand il rencontre des personnes parce que même quand il est sur Urgut, et Oui. là, c'est vraiment qu'il ne veut pas être vu comme quelqu'un, comme une victime qui a souffert, et il veut pas être pris en pitié aussi. Oui. Et il y a aussi cette fierté qui est là et qui. Mais après, je pense, malheureusement pour lui, dans sa construction de personnalité, c'est cette fierté qui lui a permis de tenir Clairement. tout au long de sa vie. Et c'est assez difficile de s'ouvrir envers des inconnus sur le passé qu'on a pu avoir. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la relation qu'il avait avec Atea. Et d'ailleurs, en parlant de relations marquantes, j'ai beaucoup également aimé la relation qu'il avait avec Atura. Parce qu'on ne l'a pas forcément mentionné, mais c'est un peu pour moi sa réelle mère, entre Ouais. guillemets, parce que c'est un peu elle qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui lui a donné goût à la navigation, et il lui a tout appris. Il a une relation assez particulière avec elle. Et justement, ça va être son départ à elle qui va vraiment précipiter sa fuite et sa quête initiatique. Oui, tu vois, mais c'est ce moment-là où j'ai quand même projeté vachement un personnage très jeune
Parce qu'en fait, du coup, à 30 ans, souvent, tu as vécu des deuils, souvent, tu as vécu... Et en fait, ce côté, allez, vas-y, je prends mes clics et mes claques, je m'en fous, j'embarque le cadavre avec moi et j'y vais. Là, c'est à ce moment-là où moi, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui, tout d'un coup, avait sa rébellion face à la société, vas-y, je m'en fous, je me casse, qui avait un côté très immature. Mais qui, pareil, ça se comprend complètement dans son vécu, parce qu'en plus, on l'a jamais laissé être un enfant, on l'a jamais laissé être un adolescent, enfin, on l'a Bah, en évidemment fait, pas moi, laissé se rebeller contre la moindre autorité, donc c'est normal. Mais dans mon voilà. cas, cette partie-là, je l'ai pas perçue comme toi parce que j'ai pas l'impression qu'il a cédé un caprice quand il a voulu s'enfuir. Il a vraiment voulu, tout quitter dès le moment où, on lui interdit d'aller en mer. Sachant que la mer, c'était tout pour lui, c'était son seul échappatoire. Mm. Et quand on lui a dit que tu ne pourras plus jamais prendre la mer, à savoir qu'il a accepté tout au long de sa vie de se faire battre, de subir des sévices et autres, être un pantin manipulé, et là on lui retire la seule chose qu'il aime et qui lui permet d'être assez libre, bah, je pense que ça a été, le déclic qui lui a fait dire: «Bah, en fait, j'ai plus ma place nulle part». Parce qu'on a tendance à oublier qu'il n'est pas du tout considéré comme un insulaire, il est considéré comme un moins que rien. Il a vraiment une place minime et le seul moment où il peut vraiment profiter d'un semblant de joie de vivre, c'est quand il est dans l'eau et quand il navigue. Et quand la reine a décidé, entre guillemets, de lui dire, ben, compte tenu de ce qui s'est passé, tu ne prendras plus la mer et tu resteras juste dans les baraquements, c'est une décision un peu difficile pour lui et je peux comprendre qu'il s'est dit, ben, je veux tout quitter et partir ailleurs. Non, C'est mais pour ça que bien je ne le prends sûr. pas forcément comme un caprice. Mais je le Moi, prends j'ai pas comme un encore. caprice, mais je le prends quand même comme un côté, vas-y, je prends mes clics et mes claques et j'y vais, quoi. Je le prends pas comme une façon. En fait, enfin, je comprends totalement le cheminement intellectuel, je comprends pourquoi il est débloqué, je comprends pourquoi il y va, mais la façon dont il le fait, c'est plus cette mécanique de, ok, c'est bon, je prends un cadavre et j'y vais, et hop, vas-y, en fait, c'est vraiment ouais, c'est plus la façon que le cheminement intellectuel du je prends mes clics et mes claques, c'est le côté vas-y, ça y est, je me rebelle, quoi. Pour moi, c'est justement. Enfin, moi, je le vois encore autrement. C'est vraiment, pour moi, l'événement où il s'est retrouvé tout seul avec. Enfin, où il a perdu son navire, il a perdu son équipage, qui déclenche, en fait, peut-être le premier moment de solitude qu'il a de sa vie, en fait. Et c'est pour ça que le fait qu'il ait 30 ans ou 15 ans, à mon avis, ça change rien. C'est peut-être la première fois de sa vie où il se retrouve livré à lui-même, tout seul, etc. Ne plus faire partie d'une société. Et pour moi, c'est le moment donné où ça déclenche cette prise de recul, en fait, qui amène du coup la réaction qu'il a ensuite. Alors après, la réaction, elle est peut-être, on peut la trouver effectivement un peu puérile ou un peu excessive ou un peu, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté, il s'y retrouve dans une situation où vraiment d'un coup, il y a cette rupture avec la société qui lui fait prendre du recul peut-être qu'il n'avait pas pris jusque-là, quoi. Et c'est cet événement pour moi qui déclenche la suite, quoi. Bon, enfin, c'est comme ça que le roman il te le présente en tout Oui. cas. Oui, non, mais c'est une Et série de pour plein moi, de gouttes d'eau, ouais. moi, c'était bien, enfin, ça marchait bien. En tout cas, Mm. la dynamique de lien entre les deux événements, elle marchait bien. Mm. Ah oui, non, mais c'est très cohérent, hein. C'est pas un, c'est pas un vrai reproche que je fais au truc, c'est plus que ce côté Oui. où, voilà, enfin, dans la narration, ça marchait très 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 bien. Et alors du coup, est-ce que vous avez un personnage qui vous a vraiment beaucoup marqué, outre Paikea et Atea? Bah, toi, tu disais Raz, tu disais Atura. À toi, mais après, il y en a un autre qui m'a un peu marqué, mais différemment, ça va plutôt être Bérub. Ça va être le chef, entre guillemets, des pirates ou des nomades. J'ai tendance à oublier le nom de ce peuple-là, qui est Oui, assez nomade. marquant parce qu'il va permettre à Théâtre de découvrir un choc culturel. Et surtout, ben, ça va être la personnalité de Bérub. On va se rendre compte, ben, en fait, comme ils peuvent pas, c'est des nomades qui n'ont pas de filament, ils peuvent pas vivre sur les îles, donc ils sont soumis un peu à la mer, et toute leur culture va être tournée autour de la loi du plus fort. On se rend compte que Bérub, même si c'est un chef de clan, au final, il est méchant et entre guillemets mauvais parce qu'il a peur de perdre sa place, parce que dans toute leur culture, c'est si on n'est pas assez fort pour apporter à manger, et si on paraît faible, ben, on risque de faire prendre sa place.
Et je trouve qu'il apporte un changement un peu à Athéa parce qu'il va l'apprendre à se battre, parce qu'Athéa ne savait pas se battre, il va l'apprendre un peu à se défendre. C'est pas forcément bien, mais au moins, ça lui aura servi à la fin du roman. Et toi, Forfi? Je réfléchis. Paikea Athéa, effectivement. Peut-être celui alors du coup, Katune, je crois, ou Katume, la mère, parce que elle revient sur la fin. Bon, c'est pas un personnage du tout principal, effectivement. Il y a le tout premier chapitre, enfin le prologue, et elle revient sur un des chapitres à la fin de la partie 3, ou par là, et à la toute fin aussi. Et je trouve que ce lien finalement maternel, elle n'a jamais perdu, tout en l'exprimant pas du tout comme il faut et en ne le montrant pas à son fils, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'assez fort là-dedans. Et qu'il y a aussi toute une. Les différents chapitres à l'intérieur, il n'y en a que 3 ou 4, je crois, au total dans le roman, mais ça crée un. Ça ajoute finalement de la complexité à un personnage qui pourrait être juste distant, éloigné. Et, enfin, c'est la reine de l'île, etc., etc. C'est la mère d'Athéa, mais il l'a jamais vue, etc. Et pourtant, en quelques chapitres, je trouve qu'il y a vraiment aussi une complexité au personnage qui est créée. Et ce côté maternel jusqu'au bout, à coûte que coûte, mais d'une façon peut-être maladroite ou pas, voilà, je le trouve assez chouette aussi, quoi. Mais de manière générale, en fait, tous les personnages ont une substance vraiment extrêmement forte en très 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 peu de lignes. Oui. Elle arrive à les rendre très complexes. Parce que même le méchant, on va clairement pas parler d'un personnage préféré pour moi, attention, mais mince, j'ai oublié son nom, enfin celui qui le poursuit à la fin. Orua, je crois. Orua, oui, c'est Orua. ça, Orua, ouais. Orua, lui, bon, c'est vraiment un personnage atroce, mais n'empêche qu'il y a une scène où tu le vois complètement sonner parce qu'il apprend la réalité des îles, la réalité du fait qu'il n'est pas le peuple élu, etc. Et cette scène-là, où tu vois en fait ce mec qui quand même était un astronome, qui cherchait aussi la vérité dans les étoiles, etc. Et quand il apprend la vérité, il est face à une falaise en fait. Et j'ai trouvé cette réaction extrêmement profonde aussi. Et pourtant le personnage est atroce. Enfin, il est prédateur envers Athéa. C'est très clairement un méchant. Mais n'empêche qu'il y a tellement plus de couches dans le personnage aussi. Et dans cette réaction, j'ai trouvé qu'il y avait ça en disait tout sur lui. Et du coup, en très peu de mots, elle arrive à vraiment donner une substance, une profondeur à tous ces personnages. Oui. Mais après, je trouve également que le fait d'avoir fait d'Orua un scientifique, ça joue également à cette profondeur, parce que si ça avait été juste un simple guerrier ou un navigateur, il n'y aurait pas forcément eu cette prise de conscience, parce que comme il a ce côté scientifique, il était toujours en quête de vérité, il avait déjà un peu ses idées sur le monde de la nuée, mais il lui manquait juste certaines réponses. Et les révélations suffisent d'Altair ont été un grand choc pour lui, malheureusement. Et j'ai beaucoup aimé ce côté puzzle où on comprend. Alors, j'ai toujours pas visualisé la nuée pour autant, mais j'ai beaucoup aimé l'explication qui rajoute voilà, un pourquoi du comment à ces îles, à qu'est-ce qu'elles sont, à qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du monde. Et ça, j'ai trouvé que le puzzle s'imbriquait très très bien. Et ça avait un côté très science-fiction. Mais qui marchait extrêmement bien dans l'univers de fantasy. Oui, c'est pareil. Je trouve qu'il y avait en fait, il y avait pas mal de touches de science-fiction. Enfin, il y a quand même des personnages. Il y a quand même enfin, les bateaux, ils ont des panneaux solaires entre guillemets. Enfin, ils fonctionnent à la solaire et puis il est hyper surpris de voir ces gens qui travaillent avec du pétrole, quoi, parce que c'est super bizarre. Enfin, on a quand même, il y a ça, les histoires des fusils, les histoires des pastilles hormonales, etc. On est quand même sur un univers qui est à la fois des éléments entre guillemets futuristes presque. Et qui relève plus de la science-fiction, et en même temps qui effectivement est une création qui relève plutôt de la fantasy, mais je trouvais que ça marchait très bien effectivement, parce que c'est toujours suggéré, pareil, c'est toujours suggéré, c'est à la marge en fait. Et l'univers, il semble cohérent aussi, et comme tu dis, j'aime bien cette notion de puzzle, c'est qu'en fait ça se bâtit petit à petit. En fait, tu te rends bien compte que elle a tout, enfin c'était clair dès le départ, elle te le révèle petit à petit. Je pense que c'est ce qui permet aussi de pas être complètement noyée, enfin, excusez le jeu de mots, mais en fait de complètement, enfin, elle fait pas de descriptif précis de l'univers,
Mais comme il est amené petit à petit, même si tu es un peu perdu, enfin moi je suis d'accord avec toi sur le fait que moi aussi j'étais perdue, clairement. Malgré tout, le fait que ce soit progressif, ça permet de pas être complètement perdu, pas au point de lâcher la lecture, quoi. Ce Oui, qui c'est m'est ça. déjà arrivé, c'est assez rare que je ne lise pas un livre, enfin que je finisse pas un livre. Ce qui m'est déjà arrivé de commencer un livre de fantasy enfin fantasy non peut-être pas, mais en science-fiction ça m'est arrivé. Et au bout de 10 pages, je fais mais attends là il y a trop d'éléments, je comprends rien en fait de quoi il parle. Et là je décroche quoi. Mais là c'est pas le cas malgré tout, même si on ne comprend pas tout. Je trouvais que c'était pas voilà, ça permettait quand même de suivre le fil quoi. Oui, bah, l'aventure humaine est vraiment présente et fait qu'on Oui, voilà. s'accroche complètement. Mm. Mais c'est vrai que même dans même dans le visage, en fait, Aatea, dans mon esprit, il est quasiment comme un alien de certains films. En fait, il est grand, long, il a une forme un peu, je sais pas moi, limite à la Avatar. Enfin, je le visualise. Alors bon, vous allez me dire que comme je n'ai rien visualisé de ce bouquin, peut-être que je Oui. suis complètement à côté de la plaque. Mais du coup, pour moi, il a une forme un peu alien aussi. C'est rigolo, moi je le vois juste vraiment comme un androgyne quoi. Enfin, moi je Mm. visualise vraiment juste un personnage très androgyne, mais sinon, oui, je vais pas visualiser ça. Pareil, je vais te désolé comme ça, je le voyais pas comme un avatar. Non mais en même temps, je vous dis, j'ai eu la musique de Vaiana pendant la moitié du bouquin en tête, etc. Donc, j'ai peut-être des images parasites qui sont venues, qui, qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute, c'est possible. Doucement le chat. Et ceci dit, la musique de Vaiana est très belle. Donc, voilà. Gloire à On sait. Lin-Manuel Miranda qui a fait une très belle BO. Donc j'étais plutôt contente d'avoir cette musique-là en tête et pas un truc tout moche. C'est bien, ouais. Mais, je réfléchis si je pense à d'autres personnages. Il y a pour le coup un élément aussi qui est réussi, je trouve, c'est quand même les noms. Pareil, les noms qu'elle donne à ses personnages. Alors même si du coup on se rappelle pas forcément parce que c'est des noms qui sont tellement différents des sonorités qu'on a, enfin, qu'on a en tête. Mais je trouve que ils sont malgré tout bien choisis. Il y a une certaine cohérence, sans qu'il y ait une recherche spécifique, je pense, autour de ça. Mais je trouvais que ça allait bien dans son univers en fait, que c'était bien. Ouais, ça se tenait bien. C'est pas toujours le cas, quoi. Quand même, le choix des noms de personnages, c'est pas toujours évident, je trouve. Et là, ça marchait assez bien. Je sais pas à quel point ça a inspiré, comme, comme elle le dit à la fin, voilà, elle vient de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des éléments kanak dans les choix des noms? Je sais pas du tout, évidemment, je connais rien. Mais je me demande si c'est le cas, quoi. Mais bon, même si c'était pas le cas, en tout cas, les sonorités, les personnages, les noms des personnages, en tout cas, je les trouve chouettes. Ouais, ouais. Et sinon, après, dans le récit, ce que j'ai également apprécié, c'est le passage d'un livre à l'autre, des différents univers. On a commencé sur une île. Dans la deuxième partie, avec les nomades, on était, on va dire, dans des bidonvilles maritimes. Et dans la dernière partie, on finit sur un rocher qui n'a rien à voir avec toute la partie île et arbre. Mm. Oui, et même on ressent aussi là aussi, on ressent le froid, on ressent l'humidité. Enfin, à chaque fois, on ressent cette ambiance. On a à un moment une atmosphère un peu. Au moment où il est abandonné tout seul au début, euh, on a soif, on a chaud, il fait humide, il fait lourd. Au moment de la tempête, on a froid avec lui. C'est vraiment c'est très sensoriel aussi comme écriture. Complètement. Sinon, également, ce que j'ai bien aimé dans le cycle, ça va être au final les îles. Parce que savoir que ce sont des îles vivantes et que avec le cliff de fin, on découvre que en fait, à chaque fois que les îles veulent migrer, il y a un peu la moitié du monde qui leur sort de nourriture. C'est assez original et c'est assez effrayant en même temps.
Oui, surtout qu'en plus, parmi les derniers chapitres, il y a quand même une description de ce globe vert et bleu qui évoque la Terre, globalement. Et donc, c'est que ces deux phrases, quoi. Mais tu fais, Oui. oui, il y a un petit côté flippant quand même derrière. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est cet aspect très science-fiction de ah tiens, il y a une espèce d'entité qui est venue bouffer la Terre, qui mange. Et en plus de ça, on a aussi une visualisation de ça avec tous ces cadavres dans l'ambre. Ça marche très très bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie explicative aussi. Je trouve que vraiment ça colle, c'est cohérent, ça a un côté un peu glauque et horrifique, mais qui va très bien avec tout le reste de ce qu'on a construit. Là aussi, c'est quand même hyper pesant, mais enfin bon, ça reste un monde qui est en train de mourir, quoi. Pour le coup, ça m'évoque. J'essaie de retrouver le nom, mais ça m'évoque un. Je sais plus si c'était un. J'ai les images très fortes qui me viennent d'un roman de fantasy française que j'ai lu il y a quelques années, où il y avait des personnages. Alors, du coup, j'ai plus le nom en tête du tout, mais des personnages qui devaient rentrer dans une grande pyramide parce qu'il y avait le monde allait s'effondrer, quelque chose comme ça. Et on envoie quelques héros dans cette pyramide et il leur arrive que des horreurs. Et c'est très glauque, très sombre, très. Voilà. Et pour le coup, ça m'a fait un peu penser à ça parce qu'il y a ce côté. Le monde qui se nourrit de tous ces cadavres, de toutes ces générations. Enfin, on a vraiment cette image-là. J'essaie de retrouver le nom. Mais moi, si quelqu'un dans le chat, si quelqu'un voit de quoi je parle, c'est un peu fou. J'ai fait exprès de rester fou parce qu'on sait jamais que quelqu'un lise en bon, et voilà. Et je sais que c'était de la fantaisie française. Et pour le coup, quand on est justement à la scène où on voit ces cadavres, etc., dans l'ombre, ça m'a fait penser à ce roman-là, en tout cas. Même si j'ai plus le nom en tête. Alors là, on dit c'est Dungeon Crawler Carl. Alors c'est vrai qu'il y a un peu des héros qui vont rentrer dans dans un sous-sol. Mais c'est pas tout à fait la même ambiance quand même. Hein. C'est vachement moins pesant quand même Dungeon Crawler Carl. De toute façon, il y a Princesse de Moi, Note. c'est vraiment de la fantaisie française, même pour justement, il me semblait que c'était pour jeunes adultes, et je m'étais dit, oula, mais c'est quand même vachement dark pour un truc. Et vraiment, ça me revient pas à l'esprit. Bon, bref, tant pis, c'est pas très grave, c'est juste, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, à peu près le seul passage du roman où j'ai fait créer des liens avec d'autres livres de fantaisie que j'avais pu lire. Pour le reste, je trouvais que c'était très original, enfin, qu'il y avait vraiment pas grand chose qui. Il n'y avait pas beaucoup de. On ressent pas, voilà, on n'avait pas de comparaison vraiment faisable. Et juste ce point-là, vous évoquez ça. Mais... Moi, j'ai quand même eu, pour toute la partie avec les nomades, j'ai retrouvé une grosse filiation avec Mère Morte de Aurélie Wallenstein, notamment parce que le personnage de Beyrouth rappelle quand même un peu le personnage principal de Mère Morte, enfin l'un des deux personnages principaux de Mère Morte. Et en plus de ça, c'est aussi de la fantaisie maritime. Donc, c'est un équipage de pirates très, très dark. Et donc, pour moi, il y a quand même vraiment toute cette partie-là avec les nomades. Il y a vraiment un aspect qui m'a beaucoup fait penser à du Aurélie Wallenstein. Et si vous avez jamais lu de Aurélie Wallenstein, c'est vraiment très très bien. Okay, je me le note. Mère Morte, c'est vraiment un excellent roman. Et c'est francophone. Et c'est francophone, oui. Okay. Elle est très très sympathique, Aurélie. Et c'est une grande fan du Trône de Fer. Ah. Donc elle a aussi toute une... Elle et Jean-Laurent Del Socorro notamment, c'est des grands chouchous de la garde de nuit. Okay. Mais Marjodie, ça me fait trop peur. Effectivement, c'est un peu glauque. Aurélie Wallenstein, c'est rarement Pump It Up non plus. Hein. Et c'est très très visuel aussi, mais c'est très très chouette. Ok. Sinon, je trouve que ce qu'Anouk décrit également très bien, c'est également la faune et la flore. Parce que les créatures, elles sont bien décrites. Il y en a que j'appelle les espèces de crabes, parce que j'oublie leur nom, parce qu'on les voit qu'en début de... Les cancrides. Les cancrides, merci. Ces crabes qui marchent en essaim et qui détruisent tout sur leur passage. C'est impressionnant. Ouais. Il y a une illustration qui fait bien flipper, hein, d'ailleurs. Ouais. Moi, je le voyais comme un gros... Enfin, je le voyais comme un machin flippant et machin, mais je le voyais pas si gros. Dans l'illustration, j'ai fait, ah oui, en fait, le machin est vraiment très très gros. Alors, est-ce qu'il y a une illustration des les grosses baleines là de la fin? Les orcales, non, il n'y en a pas.
non? Beaucoup, il n'y en a pas, j'aurais bien aimé. Pour le coup, c'est un des trucs qui était décrit visuellement, qui était imaginable, mais que j'arrivais quand même pas à visualiser. Ouais, j'ai pas du tout réussi à visualiser l'orcal. Je visualisais du coup un énorme orc, mais ça avait l'air d'être vachement plus... de faire beaucoup plus peur qu'une orque, donc je sais pas. Ça avait un côté très humanoïde quand il décrit Oui, ça, avec leurs- les bras, là, ouais. J'ai pas du tout réussi... Enfin, en même temps, j'ai rien visualisé, donc... Évidemment, je n'ai pas visualisé non plus les orcales. Donc, où ils auraient été. Où était l'eau, je n'ai toujours pas compris. Il n'y a pas une sorte d'illustration, page 363? Alors, attends. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'était ça la description des orcales. Parce que tu sais, à la fin, ils accompagnent Athéa. Oui, oui. Ah, mais oui, bah oui, c'est moi qui ai mal vu l'illustration, tout à fait. Bon, bah alors Tout à fait. j'irai. Il faut vraiment que je trouve un bouquin papier pour. Ou alors je vais Ah, mais attends, participer je vais te au faire une concours. Pour le coup, ouais, alors pareil, je peux peut-être me le montrer comme ça, je sais pas si on verra grand chose. Tac, attends, ce que je vais Non, faire, j'ai ça pris une lumière, ça se verra photo. pas. Ouais. Bah, Est-ce que c'est- ça va me faire quitter? Non, au pire, tu me l'enverras Mais bon, plus tard. c'est pas très détaillé, mais c'est vrai que l'évocation, j'avais pas fait attention, mais oui, ok. Donc oui, c'est vraiment comme un Parce que orc, je me disais sauf ouais. une orque, Bah, sauf attends. que... Regarde, je orque te l'ai mis avec dans la conversation Ouais, à Gala et Athéa. D'accord. Attends, je vais regarder alors. Ce sera plus visuel. Au moins, j'aurai un truc que je pourrais visualiser. Non, ce que je me suis dit, c'est attends, c'est surprenant parce que ça me parlait d'avoir vu des sortes de baleines. Non, mais c'est vrai, c'est... Ah moi, ouais, c'est- d'accord. Ah oui, hein, c'est un peu comme des lamantins, mais très 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 gros avec des bras. Mais ouais, non, ça. entre la baleine, l'orque, le lamant. Ouais, non, c'est. Effectivement. Eh ben, j'aimerais pas me balader avec. Ouais. Mais pourtant, elles sont tellement gentilles. Oui. Et d'ailleurs, en parlant d'elles, justement, j'ai bien aimé les révélations finales qui nous font comprendre qu'en fait, ces créatures, c'est un peu la réincarnation des anciens rois ou reines qui ont été transmises ou mangées par les îles. Alors, je l'ai pas du tout vu, ça. Oh là là. Mais ok. Si, parce qu'ils disent qu'elles sont avalées puis recrachées. Et je crois que justement, ça joue dans une des révélations qu'il fait au roi. Faudrait que je revoie, parce que sinon, c'est moi Oui, qui sur me le fait crée que une les nom. rois et les reines, eux, Oui, sont en au fait, courant. ils font partie de l'île tout en étant. Enfin, c'est un peu la chair de l'île elle-même. Oui, ça Et, c'était... et ce qu'il disait des rois et reines, c'est que les rois et reines sont aussi la chair de l'île elle-même. Mais moi, je l'ai Ok. pas forcément vu comme une réincarnation des rois et reines, juste comme une entité de la planète d'avant, qui ressemblait à ça et qui a eu le même fonctionnement de symbiose avec les Ok. îles, mais pas forcément. J'essaierai de retrouver le passage qui m'a fait penser à cela, je te l'enverrai. Parce que Non, mais ça- toi, c'est moi Mais qui... non, mais ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on. Mais ouais. Bah, en tout cas, clairement, c'est le même. En tout cas, c'est le même mécanisme que les Oui. rois et les reines. Ça. Alors sinon, par contre, ouais, il faut quand même que je râle vraiment sur l'épilogue. L'épilogue, il y a un moment, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux sur le moment où Paikea laisse Athea partir. Il y a une phrase qu'elle dit. Et là, vraiment, ça m'a beaucoup énervé parce que je pense que c'est aussi un truc qui m'agace très vite. Donc on est encore sur, on est un peu comme sur comme sur le présent, tout. On est sur mes petites tics de trucs qui m'agacent. Mais là, elles sont obligées de nous expliquer pourquoi c'est une phrase importante et pourquoi c'est émouvant d'entendre ça de la part de Paikea. Et là, je me suis dit, bah non, une phrase aussi belle, aussi forte, il faut laisser au lecteur le punch, enfin, faut pas expliquer. C'est là où vraiment le fameux show don't tell. Et là, tout d'un coup, elle s'est mise à nous. Et pour moi, c'était la scène qui était peut-être la plus belle du livre. Et on est rentré au lieu de faire du show don't tell, on est rentré dans une. Alors là, tu comprends. Ah bah oui, c'est émouvant parce que si. Et ça m'a beaucoup énervé. Et comme en plus ça a fini sur ça, vraiment, ça m'a fâché. Personnellement, de mon côté, sachant que j'ai fini la partie 4, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai fini tout à l'heure.
ça m'a pas marqué, cette partie-là, du moins, ça m'a pas dérangé. Oui, moi non plus. Mais après, c'est comme toi, Aras. Moi, j'ai fini ça vraiment dans le train en rentrant du travail parce que j'avais calculé le timing un peu juste, mais c'était bon. Et donc, c'est vrai que pour le coup, j'étais juste émue par effectivement le fait que Paika laisse Atea partir, mais j'ai pas non plus trop focalisé sur ça, j'avoue. Ouais, moi j'étais vraiment en plein dans l'émotion et tout, là j'étais dedans et tout. Là, tout d'un coup, on me dit, alors voilà, il faut que tu sois triste parce que ça c'est triste. Et de suite, moi ça me sort de ma lecture. Donc là, on a été sur un vrai... ça a été ma vraie faille. S'il y a bien un truc qui m'a fâchée, c'était ça. Voilà. Ah. Il fallait que je le dise. Je vous ai dit, de toute D'accord. façon, je vous avais prévenu que j'allais râler. Voilà. Non, Je mais suis il en une faut, grande il en faut, râleuse. hein. Pour une fois que c'est pas Romain, il en faut. On est connus pour tout le temps râler, de toute façon. Moi, Jonjon, on est des énormes, des énormes râleurs. Voilà. C'est bon à savoir. Après, également, ce que j'ai trouvé beau, c'est vraiment la dernière phrase du livre qui finit par le monde est vaste, et vaste et lumineux, à savoir que Ouais. vaste et lumineux, c'est la définition, la signification du prénom d'Atea. Ouais. Si on fait la connexion. Bah ouais. Oui, non, mais c'était très beau. C'était très beau. Mais toute cette épilogue est magnifique. Vraiment, je l'ai trouvé sublime. Et là, tout d'un coup, ça m'a beaucoup frustrée parce que vraiment, j'étais dans l'émotion. Vraiment, j'avais les larmes qui commençaient à couler. Et. Ah, je comprends. Surtout qu'en plus, on apprend tellement de choses dans cet épilogue. On apprend un peu que le monde des insulaires est un peu en guerre. Ils sont complètement en guerre. Que la mère d'Atea est morte. Qu'au final, ils n'ont jamais eu l'occasion de se revoir. Et c'est triste. Ouais, non, c'est... Ah bah, Marjo dit que sa lecture remonte, mais qu'elle avait aussi noté que c'était peut-être un peu too much, mais elle était restée dans l'émotion. Moi, vraiment, ça m'a complètement sorti de mon émotion. C'était... Putain. En fait, c'est ouais, je sais pas, ce côté... Ce côté... Là, tu vois pourquoi tu dois pleurer, parce que c'est triste, hein. Oui, mais non, mais j'étais déjà en train de pleurer, en fait, c'est bon. Laisse-moi pleurer en paix. J'ai le cœur brisé, là. Ah oui. Mais ce qui montre que la relation de Paikea et Atea m'a vraiment touchée, quoi. Parce que, bon, certes, je suis une grande pleureuse, donc c'est pas difficile de me faire pleurer. Mais je pleure quand même pas dans tous les livres. Oui. Après, disons que la construction de la relation d'Atea et Paika, elle est hyper bien écrite. On la voit vraiment évoluer tout au long du récit, que ce soit l'un dans l'autre. Paika a peur de le perdre, mais également Atea a également peur de la perdre. Ouais. Ce que tu disais au début sur la parentalité et sur sur les liens de filiation ou de transmission, c'est qu'on a vraiment un lien hyper fort qui se crée entre deux personnes qui n'ont a priori au départ aucun point en commun en fait, hein, mais il y a vraiment un attachement hyper fort qui se crée et qui est très bien raconté, quoi. Ouais, non, mais leur relation est vraiment très très belle. Et en plus de ça, effectivement, t'as tout ça en miroir de la relation à sa mère et à sa grand-mère qui permettent aussi de montrer différentes formes de parentalité, ou qui rappellent que évidemment la parentalité c'est pas juste le sang, et c'est très très joli. Oui. Justement, je trouve qu'en parlant de parentalité, le rapport à sa mère avec Atea, il est assez particulier parce qu'elle est dans une position assez compliquée, voire difficile, puisqu'elle va devenir un peu une sorte de politicienne au final, puisque c'est juste un pantin entre guillemets, elle n'a aucun pouvoir. Et si elle montre à Atea, ou elle montre aux autres que on peut l'atteindre par Atea, de toute façon, même sans cela, en étant distante avec lui, les gens sont mauvais avec Atea juste pour l'atteindre elle. Et je pense que si vraiment elle avait eu son rôle de mère à montrer de l'attachement, Atea elle aurait vraiment subi encore plus de sévices qu'il vivait déjà. Ouais. Et vice versa, j'ai aussi trouvé justement à la fin la remise en perspective du personnage d'Atura par Kanoume, qui te rappelle qu'en fait Atura c'était une politicienne et qu'elle n'a pas juste élevé Atea par bonté d'âme et par amour fou. C'est pas juste le personnage de la grand-mère gâteau, quoi. En fait, elle faisait ça aussi
avec un dessin très précis en tête. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Oui. Et le fait que ATA choisisse de ne pas s'appesantir là-dessus, je trouve ça très intéressant aussi. Après, c'est une réaction très adulte d'ATA, parce que quand bien même le dessin aurait été, du moins, son éducation était à dessin, c'est la personne qui l'a élevé, qui lui a donné de l'amour, qui est comme une mère pour lui, Clairement. et il lui a donné un peu goût à la vie. Après, surtout que c'est une personne, au final, sa mère naturelle ne la connaît pas du tout. Du coup, il peut même pas savoir si c'est vrai ou faux, si elle dit ça par la colère, si elle dit ça par jalousie. En fait, il a rien pour dire que elle peut détruire l'image. Surtout, l'image d'Atura, c'est compliqué de la détruire. Et surtout que les premiers mots qu'il échange vraiment avec sa mère, parce que là, c'est vraiment la première fois qu'il parle avec elle, c'est faire ce genre de scène. Ouais, non, c'est hyper intéressant quand même. Oui. Mais je pense que devenir adulte, c'est aussi arrêter d'idéaliser ses parents. Donc c'est aussi une façon de, là aussi, de passer outre et là encore de devenir adulte en acceptant aussi que Atura n'était pas parfaite et que voilà, c'était sa mère quand même. Et effectivement. Il est vrai. Est-ce qu'on a peut-être des questions sur le chat, sur cette partie spoiler? Des trucs qu'on n'a pas abordés, que vous voulez compléter? Le chat est timide. Alors Marjo dit que elle a été vraiment touchée par tous les types de liens de famille qui est mal dans le roman. C'est presque ce qu'on a dit au tout début, effectivement. C'est vraiment... Ouais. Oui, puis même vraiment, non mais Paikea et Atea, c'est tellement beau, ces deux personnes totalement brisées, toutes... qui s'apprivoisent, là, c'est hyper émouvant, quoi. Très émouvant. Et surtout, quand elle le laisse partir dans l'épilogue, et là on découvre qu'elle a grandi au final pour le bien d'Atea, en fait elle doit le laisser partir. Savoir que tout au long du récit, à chaque fois qu'il devait partir, même un peu dans l'épilogue quand il faisait ses allers-retours, elle lui en voulait de partir. Et là, elle comprend que pour son bien-être, ils sont obligés de se séparer. Ouais, ce moment-là, c'est pas pour rien qu'il me faisait pleurer. Hein. Non, vraiment, cette phrase où elle lui dit c'est bon, tu peux partir, vraiment, oh là là, c'était puissant, quoi. C'est une très belle façon de finir le roman. Oui. Est-ce que c'est une belle façon de finir le chat? C'est ça, là. Aussi. Un peu. Non, on rappelle qu'il faut que vous participiez au concours pour gagner à ATA et qu'il faut que le mot mystère, c'est apnée. Oui. Ce serait dommage de s'en priver. Peut-être que je vais tester. Peut-être que je vais essayer de participer du coup pour voir les illustrations, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est pas moi qui ferai le tirage au sort. Attention, je vous le promets. Marjo dit qu'elle a une autre association random dans sa tête qui est le robot sauvage. Et effectivement, ça parle tellement de parentalité. Oui, en effet. C'est vrai que ça marche bien, ouais. Et pareil, l'aspect nature. Bon, alors, c'est pas du tout la même nature, mais... on est sur une petite île aussi de mémoire, je crois, dans le robot sauvage. On est sur une petite île, ouais. Oui, mais du coup, on est moins... on est moins dans les flots, quoi. Oui, il est vrai. Mais c'est vrai que ça marche bien. Il paraît que à la base c'est un livre aussi. Il paraît qu'il est très très chouette le roman. Je l'ai pas lu, mais. D'accord, ça je ne savais pas. Je me le note.
Là, t'as lu un livre et tu repars avec 4 ou 5 recos. Ouais, mais c'est ça le problème avec vos lives, là. À chaque fois qu'on se connecte, paf, 5 livres. À savoir qu'on a déjà une vingtaine de livres à lire. Et effectivement, ouais, l'idée, donc du coup, Marjo dit qu'il y a cette même idée de la dégradation de la santé de la figure maternelle ou paternelle dans le... Oui, il y a vraiment tout plein de notions autour du fait de grandir et de mûrir sur tous les plans, quoi, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça, ouais, c'est le fait de grandir, quoi. Et de savoir dire, bah voilà, c'est bon, tu m'as appris à marcher, maintenant je sais marcher tout seul. Oui. C'est un joli message. Et du coup, on peut conclure sur ce message. Je pense, ouais. La maturité. Voilà, la boucle est bouclée. Je pense qu'on fera pas beaucoup plus beau. Oui. C'est sûr. Bon, après, de manière beaucoup plus terre à terre, on peut quand même rappeler que demain, il y a un nouveau live Fandival sur le livre qui refusait de brûler, qui est sur la chaîne de La Pierre de Tir. Donc, à 21h, tout le monde va sur la chaîne de La Pierre de Tir. On se retrouve ensuite jeudi sur la chaîne de la Garde de Nuit pour un nouveau live lecture, cette fois-ci sur Catabasis de R.F. Kuang. Ensuite, la semaine prochaine, c'est le 27. On parle de La Geste du 6e royaume de Adrien Thomas. Et comme on n'arrête jamais, donc du coup, le 4 décembre, sur la chaîne de la Garde, vous avez le live Prix Fandival autour du livre de la Sacha sans nom. Le 11, vous avez Arborescente de Frédéric Dupuis, qui est aussi le premier tome d'une saga fantasy francophone. Le 12, vous avez un live sur la chaîne de La Pierre de Tir consacré à nous de Christelle Labosse. Le 16, on fait le bilan de toutes nos lectures de l'année avec toute la team des manuscrits de Mestre Raymond. Donc là, si vous ne repartez pas avec 15 livres à lire, on sait qu'on a mal fait notre boulot. Le 18, on parle de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et le 22 de Quand nos os retourneront à la terre de Villy Schwab. Voilà. Ça, c'est notre programme lecture des 2 prochains mois. Donc, voilà, si vous voulez lire comme un membre de la garde de nuit, il va falloir s'y mettre dès aujourd'hui. Hein. Ok, dans notre cas, à défaut de lire, si vous voulez vous détendre, vendredi 21, il y a un petit quiz, une battle sur la roue du temps qui sera organisée par DS et Camille. Du coup, si vous voulez participer au live, vous êtes les bienvenus. Yeah. C'est bien, en plus, c'est un jour où on n'est pas en live à parler de livres, donc on peut quand même le faire. Franchement, trouver un jour où on n'est pas en train de parler de livres, c'est déjà en soi une vraie performance. Oui. Voilà. Bon, mais du coup, sur ces belles paroles, en tout cas, si jamais vous nous regardez en replay, pensez à activer à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et tout pour la chaîne Fandival, puisque dans ce cas-là, vous êtes sur la chaîne Fandival et que bientôt vous aurez l'intégralité du replay du Fandival qui arrivera aussi. Donc voilà, faut vraiment vous abonner. C'est cool. C'est trop bien les live Fandival. Donc abonnez-vous, commentez, partagez, parce que comme ça, ça permet aussi aux équipes des différentes assos de faire vivre le Fandival et de faire parler du projet. Et plus les vidéos sont regardées et plus après nous on peut aussi poser auprès des auditeurs, vous faire des petits concours comme celui où il faut que vous écriviez le mot mystère apnée. Donc vraiment, n'oubliez pas de liker, partager tout ça. Vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne Twitch si c'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne Twitch de toutes les autres assos si c'est pas déjà fait, et puis vous abonner pareil à toutes nos chaînes, à tout partout. Abonnez-vous, ouais. Merci.
Et merci beaucoup d'être venu sur le mur pour papoter à Théa. Merci. C'était Avec un plaisir. plaisir de vous recevoir. Merci à Merci toi. de C'était m'avoir très reçu. gentil. C'était une chouette discussion. Bah chouette. Et ben en espérant que vous reviendrez bientôt. On espère. Allez, Bonne soirée. bonne Bonne soirée. soirée de live. On la refait.